Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Nous avons un privilège particulier aujourd'hui de recevoir ici dans les locaux du Centre César Nayel. Vous le savez, au travers de cette chaîne, nous partageons des expériences de parents vivant avec des enfants en situation de handicap ou avec des défis particuliers. Nous recevons pas seulement les parents, mais nous échangeons également avec des spécialistes. C'est notre désir de vous apporter le maximum d'informations. C'est notre mission de sensibiliser le maximum de personnes sur ce que c'est l'autisme et puis les autres réalités neurologiques qui sont autour, parce qu'il y en a tellement, plus que vous ne pouvez l'imaginer, mais nous aurons par la grâce de Dieu des occasions d'explorer ces différents éléments. Aujourd'hui, nous allons parler d'autisme avec une personne très, très spéciale que nous recevons ici. Vraiment, le plaisir est immense pour nous parce que c'est quelqu'un, une femme inspirante. C'est une grande dame, pas seulement au grand cœur, mais à l'esprit immense aussi, qui a beaucoup œuvré et apporté dans le monde du handicap au Cameroun et je dirais même en Afrique, parce qu'elle étend ses limites au fur et à mesure que le temps passe, mais surtout, tout cela part d'une passion profonde, tout cela part un désir réel, sincère, j'allais dire même unique, parce que c'est assez rare, d'apporter, d'œuvrer pour l'humanité, d'apporter un plus dans la vie des parents, dans la vie de ses enfants spéciaux, ces enfants à besoins spécifiques. Nous recevons ici Maman Yolande Goufak. Bonjour Nato. Bonjour, c'est vraiment un privilège pour nous, un plaisir immense. Plaisir partagé vraiment. C'est comme un rêve en fait. C'est comme un rêve qui se réalise parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a beaucoup posé les jalons de la sensibilisation ici chez nous, au Cameroun. Elle est camerounaise. Oui. Tu es camerounaise. Ben oui. Bon, c'est vrai qu'elle vit au Canada, elle est basée là-bas, elle travaille là-bas. J'ai failli dire elle étudie parce qu'elle est tout le temps en train de se former, tout le temps. Et ça, c'est un modèle pour nous, c'est un exemple inspirant. Elle n'a pas fini, hein. et attendez que je vous dise, vraiment cet entretien est spécial. Elle ne se forme pas seulement, mais chaque fois qu'elle est en formation, elle reverse en fait. Elle partage avec nous, elle a toujours à cœur de former les parents, d'équiper les parents, de donner des outils à tous ces papas et ces mamans qui veulent s'impliquer dans l'encadrement, dans l'accompagnement, dans la prise en charge de leurs enfants pour leur accorder le plus de chances possible de s'en sortir, de vivre, d'être heureux et d'être épanoui. Surtout d'être épanoui. C'est très important de le nommer, d'être épanoui. J'ai chuté dessus justement parce que c'est le point focal. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on va faire, nous travaillons à ce que nos enfants, et nous-mêmes d'ailleurs, soyons épanouis. Tu es qui même, Maman Yolande? Mais qui es-tu? Je suis Yolande Goufak, éducatrice spécialisée, aujourd'hui conseillère en approche inclusive. Je travaille beaucoup avec les personnes autistes, entre autres, tout ce qui est troubles de neurodéveloppement. Donc, il n'y a pas que ça. Et dans l'autisme aussi, on va voir des troubles associés aussi, plusieurs variantes. Donc, on travaille juste avec les besoins des enfants. Les besoins des enfants et je dirais les besoins des familles. Parce que oui, on a l'enfant qui a de gros défis, mais on peut avoir les défis de l'enfant peuvent venir aussi avec les défis des familles. Donc, c'est juste un accompagnement qu'il faut faire à la famille. Donc, comme elle dit, je suis toujours en train de me former parce que ça évolue. On parle des questions de personnes humaines et la prise en charge évolue, les méthodes changent, la recherche progresse aussi. Donc, et pour bien faire son travail, pour mieux comprendre le profil de ces personnes merveilleuses, il faut aller chercher plus aussi pour mieux les comprendre. Et je confirme que plus c'est cher, plus c'est efficace. Voilà, merci pour la présentation que tu nous fais de toi-même. Oui. Pourquoi en fait, qu'est-ce qui te fait te retrouver dans ce secteur je dirais avant que je ne quitte le Cameroun, je ne connaissais pas l'autisme, je connaissais rien de ça, mais je savais qu'il y a des enfants
qui ont des difficultés. J'ai enseigné un peu, j'étais maîtresse quelques années au Cameroun et ma mère aussi a enseigné pendant près de 35 ans. Donc, avec ce background-là, je voyais, je savais qu'il y a des enfants qu'on ferme dans des maisons. J'ai toujours été beaucoup portée par le social. Donc, quand j'émigre au Canada, ma priorité, c'était d'aller comprendre qu'est-ce qui se passait avec ces enfants. Donc, j'avais des questions, il fallait que je réponde à mes questions. Et en plus de cela, je suis quelqu'un qui croit à la bonté humaine. Donc, je crois que l'être humain est bon. Je crois que chacun, quels qu'en soient ses défis, quelles qu'en soient ses difficultés, a quelque chose à apporter. Donc, c'est là où je vais beaucoup parler de participation sociale. Même juste le fait que l'enfant vienne vous donner de l'eau, la personne, il faut accepter que c'est comme ça qu'elle est en train de participer. Et comme on dit, est-ce qu'elle est heureuse en faisant ça? Que moi, j'accepte. Donc, je crois en la bonté de la personne humaine. Je crois au potentiel de chaque être humain. C'est ce qui fait que je suis encore dans ce domaine, que je suis encore autant passionnée de mon travail, parce que je vois des enfants. Je travaille sur un continuum. J'ai travaillé avec les tout jeunes, je travaille avec les plus vieux. Donc, j'ai le temps quand même de voir comment est-ce qu'ils progressent. Il y a des élèves que j'ai pris en stimulation précoce quand ils étaient encore dans les familles. Je les ai vus progresser à l'école maternelle, au primaire, ensuite au secondaire. Donc, ça, j'ai dit, c'est possible. Oui, c'est vrai que ça prend un travail fou, ça prend de la détermination, ça prend une approche positive, mais comme c'est écrit là, rien n'est impossible à celui qui y croit. Et il faut croire au potentiel de chaque être humain. Ouais. Merci beaucoup. Ici, chez nous, on dit qu'il y a des trésors dans chaque vie. C'est un de nos mots de passe ici au Centre César Naël. Il y a des trésors dans chaque vie, justement pour dire, comme maman Yolande le disait, que chaque vie est précieuse. Et si on prend le temps, en fait, de pouvoir aller chercher, de pouvoir aller regarder et voir ce qu'il y a dans chaque vie, pas forcément ce qu'on attend. Oui, sûrement. Oui, mais ce que la personne a donné. C'est d'aller avec le besoin de la personne, mais pas avec notre besoin en tant qu'adulte ou bien en tant qu'intervenant. Oui, on va chercher à mener nos élèves ou bien nos enfants beaucoup plus loin, mais il faut partir quand même de leur potentiel, il faut partir de leur capacité, parce que oui, je peux vouloir quelque chose pour mon enfant, mais ses besoins ne permettent pas d'atteindre qu'est-ce que j'aurais voulu. Donc, c'est un peu mes rêves à moi. Non, du tout. Il faut retourner voir cet enfant, et voir qu'est-ce que c'est. Quand on parle au niveau des capacités, ça peut se rapprocher. On peut avoir, par exemple, des enfants qui aiment l'aéronautique. Comment est-ce que je le rapproche? Comment est-ce que je le rapproche de cet idéal-là? Donc, c'est un peu avoir un enfant qui aime prendre soin des autres, mais comment est-ce que je l'aide à le rapprocher de ça? Donc, c'est un moment, c'est de pouvoir dire, OK, je vais pas vivre mes rêves à travers mon enfant, mais comment est-ce qu'en considérant les besoins de mon enfant, comment est-ce que je pourrais l'aider? Et le plus important, c'est qu'il soit heureux aussi, la fin, que cet enfant soit heureux. Et faut parler de l'autonomie aussi. Faut parler de l'autonomie dans les activités de la vie quotidienne. Quand cet enfant se réveille, est-ce qu'il est capable de se brosser les dents sans que je ne lui demande? Est-ce qu'il est capable de prendre son bain? Est-ce qu'il est capable de faire son lit? Ça, c'est toutes des petites choses qui vont permettre à cet enfant d'être un citoyen de demain. Donc, c'est juste... Et ça se prépare petit à petit. Ah oui, c'est vraiment... pas à pas. Moi, j'ai dit souvent aux parents, pas à pas, en voyant les réussites de cet enfant-là. Donc, avant un enfant, que tu rentrais, il était assis, il ne t'accueillait pas. Mais à un moment, tu vois, avec de l'enseignement aussi, de la modélisation, l'enfant commence à se lever et à aller t'accueillir. Tu prends d'abord ça, tu félicites, tu te dis, oh, il y a quelque chose qui se débloque. Mais comment est-ce que je l'amène plus loin? Donc, à chaque pas, c'est un autre pas de plus, mais il faut d'abord être capable de le voir, d'apprécier avant de pouvoir ajouter.
Or, plusieurs parents, quand tu vas dire, oh, regarde, quand on est rentré, ben, j'étais chez un parent un jour, son enfant a pris sa mallette, allait déposer, mais j'étais en train d'apprécier que, waouh, mais non, voulu, c'était comme quelque chose qui devrait être fait. Non, mais respectons l'unicité de chaque parent. Il est parti de très loin, cet enfant, pour pouvoir le faire. Donc, voyons tous ces pas-là, tous ces petits progrès qu'il est en train de faire. Un enfant qui commence juste à frotter un peu ses habits. Comment est-ce que je peux l'aider au niveau moteur pour pouvoir aller plus loin? Mais ayons ce regard-là, ayons ce regard positif envers nos enfants, parce que quand on les a pas, quand on n'a pas ce regard-là, on a tendance à voir qu'est-ce qui ne va pas, à voir que des choses négatives. À la fin, on a une vision négative de notre enfant et n'oublions pas que la vision qu'on doit donner de notre enfant, c'est la même vision que la société va prendre. Donc, montrons du positif, montrons les capacités et croyons-y. Vraiment, croyons-y. Oui. C'est bien que tu parles des parents parce qu'on va peut-être sortir avec ça. Comme je l'ai dit au début, tu travailles beaucoup à capaciter les parents à les équiper, à leur donner des outils. Est-ce que c'est important en fait? Est-ce qu'il ne suffit pas juste que l'enfant aille dans une école spécialisée et tout va bien? Mais non, parce qu'on parle de la génération des acquis. Il faut généraliser les acquis. On parle de la cohérence dans l'intervention. Donc, quoi la généralisation des acquis? Mais c'est que par exemple, si à l'école, je suis en train d'enseigner à l'enfant à nouer, par exemple, c'est lacets. Il faut qu'à la maison, que ça soit enseigné aussi, que l'enfant sache que à l'école, on peut nouer les lacets. À la maison, on peut en faire pareil. Quand on va chez la tante telle, on peut en faire pareil. Surtout la façon que nos enfants traitent les personnes autistes ou bien certaines personnes qui ont des difficultés neurodéveloppementales. Ils vont traiter l'information. Ben, il faut qu'on puisse généraliser à différents ces endroits en apportant aussi souvent des nuances. Donc, ça prend la collaboration école, famille. Mais l'enfant à l'école, combien de temps? C'est ça, en fait. Très peu de temps par rapport à la famille. Donc, si je ne capacite pas le parent, je pense que je suis en train, je vais travailler sans voir le résultat. Moi, je suis quelqu'un que j'ai besoin de voir le résultat. J'ai besoin de voir cet enfant qui progresse. Et pour que je vois ce résultat-là, ça doit se faire aussi avec le parent, ça doit se faire avec la collaboration du parent. Ça prend qu'on capacite nos parents, mais je voudrais pas aussi, on va parler aussi de comme l'auto-responsabilisation. Je voulais pas tout mettre sur le parent, non. Mais chacun a ses limites. Les parents vont apporter le savoir expérientiel parce que il est avec son enfant, il connaît mieux son enfant. Toi, le professionnel, l'enseignant, tous les intervenants, tu apportes tes connaissances pratiques. Et c'est les deux ensemble qui permettent que l'enfant puisse aller plus loin. On ne peut pas travailler sans capaciter le parent. Moi, par exemple, je suis en train de demander à un parent, OK, quand tu rentres le soir, quand tu lui donnes une consigne, ne répète pas la consigne, mais il faut que je l'explique pourquoi est-ce qu'il ne doit pas respecter la consigne. Il faut que je lui dise que c'est la façon qu'il traite l'information de façon linéaire. À chaque fois quand tu répètes l'information, il reprend le traitement de son information. Donc, tu donnes la consigne, tu attends. Tu donnes la consigne, tu attends. Souvent, il peut y avoir un délai dans le traitement de l'information. Donc, avec mon délai, je suis encore en train de pouvoir traiter l'information. Tu en rajoutes. Souvent, ça peut apporter aussi des difficultés au niveau du comportement parce qu'un enfant qui va rentrer en surcharge, comment est-ce que je réagis? D'autres vont réagir avec leur corps. C'est pas qu'ils veulent nous faire mal, mais c'est juste parce qu'ils en ont de trop. Ils vont réagir avec leur corps. Donc, ils sont en saturation. Donc, c'est comment est-ce que j'interviens? Si tu ne le dis pas aux parents, les attentes doivent être claires. Il faut enseigner les comportements attendus. Quand un parent te dit, ben, il n'arrive pas à s'asseoir à la maison, il n'arrive pas à faire ci, il n'arrive pas à faire ça, mais est-ce que j'ai enseigné ces comportements attendus? Qu'est-ce que j'entends de mon enfant? Je dois l'enseigner, je dois le modéliser, je dois le faire avec, je dois généraliser avec les autres personnes. Les personnes qui vivent à la maison, il doit avoir la cohérence, tout le monde doit intervenir de la même façon. Donc, c'est vrai, ça prend un travail avec la famille. On ne peut pas s'en passer des familles. En quelques minutes, moi, personnellement, j'ai beaucoup appris. C'est vrai que c'est des choses que j'ai déjà entendues, mais c'est très, très, très important de les réentendre parce que la répétition permet d'assimiler.
Je ne sais pas si vous avez eu le même sentiment, mais là, en quelques minutes, on a eu tout un cours, en fait. Et je vais préciser Très aussi riche. que oui, c'est important de travailler en collaboration avec les familles, mais c'est de considérer aussi les besoins des familles. Il y a des parents avec qui je vais être un peu cash. On va dire chez nous au Québec, je vais les rentrer en dedans. Mais c'est parce que je sais que ils ont fait du chemin. Je sais qu'ils sont capables de donner plus à leur enfant. Mais il y a par contre des familles où je sais qu'ils ne sont pas rendus là, où je suis encore dans une approche d'accompagnement, où je suis encore en train de, il faut que ce parent soit bien avant de pouvoir prendre en charge son enfant. Donc, c'est vraiment au cas par cas. On observe les besoins de la famille, on observe les besoins de la famille, parce qu'un parent, une maman qui ne dort pas dans la nuit, tu vas pas commencer à lui dire, il faut que tu respectes les consignes, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. On n'est pas rendu là avec ce parent. Donc, on part d'abord, comment est-ce qu'on va faire à ce que le parent soit bien? C'est là où je vois l'importance des centres comme César Naël, parce que nous, les intervenants, ne peuvent pas tout faire. Je sais qu'il y a un parent qui ne va pas bien. Je dis, OK, Amina, dans ton centre, il faut que tu avances avec. Et une fois après, on va dire, OK, on est dans l'enseignement de comment son enfant fonctionne. Mais si le parent lui-même, en fait, n'est pas bien. Donc, de la même façon, on dit où on prend souvent nos enfants, de la même façon, on va aller prendre le parent où est-ce qu'il est rendu pour pouvoir cheminer avec et pouvoir lui donner la ressource pour prendre soin de son enfant. Tout à fait, parce qu'en général, on parle de la prise en charge de l'enfant, mais en fait, on devrait parler aussi de la prise en charge du parent. Oui, c'est une obligation en tant qu'intervenant aussi, de savoir à un moment dire aux parents que, écoute, on prend une pause, on prend soin de toi, et après, on va continuer avec l'enfant. Wow, super, merci beaucoup. Peut-être qu'on va dire un mot sur l'inclusion, parce que tu es également, tu es capacité pour intervenir et en fait, tu es une consultante, en matière d'approche inclusive. Inclusive, merci. L'inclusion, c'est un mot qu'on entend beaucoup ces derniers temps, mais en réalité, c'est quoi? Ben, moi, je dis souvent que l'inclusion, c'est comme un idéal. On peut pas l'atteindre, on peut pas atteindre l'inclusion, mais pensons inclusion, on va dire mettre ensemble. OK. Mais comment mettre ensemble? C'est le comment qu'il faudra aller travailler. Mettre qui? Quoi? Ben, on va dire, il faut comprendre, ben, les enfants, les personnes qui sont en situation de handicap, on n'est pas dans la neurodiversité du tout. Je vais pas aborder ça. Mais quand on va parler d'inclusion, surtout dans notre contexte, c'est que tous les enfants, ben, les enfants autistes qui ont une déficience intellectuelle, il faut qu'ils soient avec les enfants neurotypiques. Il faut qu'on mette tout le monde ensemble. Ben, on a tendance à croire que, ben, en les mettant ensemble, les autres vont apprendre de ceux qui sont neurotypiques. Mais sauf que, est-ce que l'enseignant est formé à pouvoir recevoir des enfants ayant multiples fonctionnements dans sa classe? Est-ce que l'enseignant est capacité? Est-ce que l'environnement même, est-ce que la structure, parce que ça rend aussi la structure de l'environnement, la façon qu'on va monter, par exemple, notre salle de classe, est-ce que l'enseignant est capacité là-dessus? On va voir les effectifs aussi. Est-ce que les effectifs vont répondre aux besoins de chaque enfant? Donc, c'est de partir des besoins de chaque enfant et de dire, OK, l'école régulière, je vais beaucoup plus parler de notre contexte ici. Est-ce que les attentes de l'école régulière vont répondre aux besoins de notre enfant qui a des défis? Mais c'est pour ça qu'il y a des enfants qu'on n'aurait pas besoin de faire un pas en arrière. Ben, je vais dire faire un pas en arrière par rapport au contexte, parce que l'école régulière est beaucoup plus valorisée que les centres psychoéducatifs ou bien des autres choses qu'on va aller travailler les bases de l'apprentissage. Donc, souvent, il y a des enfants qui doivent passer par les centres psychoéducatifs qui ont un effectif réduit, qui ont un personnel formé pour pouvoir répondre à leurs besoins. C'est pas pour dire que cet enfant-là ne va jamais faire l'école régulière qui est supposée être inclusive. Non, donc, c'est tout part des besoins de la personne. Est-ce que nos enfants sont capables de répondre aux attentes de l'école régulière? Si on part de là, on va voir si on prend un enfant autiste qui a des difficultés sur le plan, juste sur le plan sensoriel. Regardez le niveau de bruit dans nos écoles. Regardez le niveau de bruit dans notre salle de classe. C'est des enfants qui vont apprendre aussi beaucoup en manipulant, ben, comme tout enfant déjà, en manipulant les outils visuels
la structure de la classe. Est-ce que si on a 60 enfants, est-ce que c'est possible d'aller placer toutes ces structures-là? Et un enfant qui n'est pas disponible à l'apprentissage, ben on va s'attendre à ce qu'il copie sur les autres. Tout ce que les autres seront en train de dire tout autour là, c'est du charabia. Il n'est pas disponible. Donc on va perdre 1 année, 2 années, 3 années à l'enfant. Entre-temps, on a des enfants qui vont vivre des traumatismes que plus tard, ça serait difficile de travailler là-dessus. Donc souvent on va recevoir, ben c'est là où le parent va rentrer encore, arriver à l'école, dans un centre psycho-éducatif ou bien une école spéciale, et il va avoir des comportements encore à déconstruire. Un enfant qui a passé le temps à être seul dans un coin, ou bien en 1 pour 1 avec l'AVS, si l'AVS ne lui servait de béquille. Tu arrives maintenant à l'école régulière, ça prend du temps encore à pouvoir déconstruire certains comportements, travailler maintenant les compétences pour répondre aux attentes d'une école régulière et faire peut-être une rentrée progressive, parce que même pour être maître dans une école régulière, prend une entrée progressive aussi, toujours partie des besoins de l'enfant. Ben, si l'enfant peut répondre à ces besoins-là avec toutes les adaptations nécessaires, c'est à l'école de mettre les adaptations nécessaires pour pouvoir encadrer et faire progresser cet enfant-là. Donc, c'est la question qu'il faudrait se poser. Les besoins de l'enfant doivent être toujours au centre quand on doit prendre des décisions. Wow, c'est beaucoup de choses en fait. L'inclusion, c'est un gros dossier. C'est pas vraiment juste ouvrir les portes d'une école et parquer ces enfants-là ou alors les mettre dans un coin et se dire, OK, ils sont avec les autres. En fait, c'est pas ça, c'est au-delà, c'est bien au-delà. Je pense qu'on aura d'autres occasions d'en parler. D'ailleurs, nous sommes en train d'aller pour un colloque qui va se pencher sur cette question-là, les prérequis d'un encadrement en milieu scolaire classique pour des enfants qui ont des besoins particuliers. Mais nous, ici, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour notre entretien. Maman Yolande, tu as un centre à Yaoundé. Oui. Oui. Tu ne penses pas que j'allais te dire ça. Tu as ouvert un centre dans la ville de Yaoundé qui accueille justement... Oui, on a le centre Giant Step, qui est un centre psychopédagogique. On accueille les enfants on peut dire de 2, 3 à 10, 12 ans. Je me suis limitée parce qu'après ça devient, c'est plus difficile à gérer. On peut pas répondre aux besoins des enfants plus que ça. Et on est vraiment dans le besoin de chaque personne, de chaque enfant au centre a un plan d'intervention différent. Donc, on travaille les besoins de chaque enfant. Il y a des activités qu'ils font en commun pour favoriser la socialisation aussi, mais c'est vraiment les amener plus loin. On est en train de réfléchir comment faire des partenariats aussi avec les écoles régulières parce que je pense que ça fait 2 ans que le centre est ouvert. Je pense qu'on a certains de nos jeunes qui est rendu peut-être à aller une fois par semaine dans une école régulière et être 4 jours au centre parce qu'on a encore beaucoup de choses à travailler avec ces jeunes. Mais on fait notre petit bout de chemin. On essaie de donner l'amour parce que comme je dis souvent, quand on rentre à Giant Step, il faut qu'on sente que c'est un milieu où il y a de l'amour, un milieu où il y a de la bienveillance. Que les enfants entrent et ne veulent plus sortir. Parce que plusieurs de nos enfants, quand le parent vient accompagner le soir, personne ne veut rentrer. Donc, ça veut dire qu'ils se sentent bien, ça veut dire qu'ils sont bien, ils sont bien encadrés. Et on a de très beaux retours aussi des parents. J'imagine. Oui, on a vraiment de beaux retours des parents. On s'est dit, c'est notre leitmotiv aussi pour continuer, c'est de voir ces enfants qui progressent chacun à leur rythme et on va continuer à travailler des partenariats avec l'école régulière pour voir comment, si nos enfants font une transition, parce que c'est de grosses transitions, comment est-ce qu'on forme les équipes à l'école régulière, comment on travaille en collaboration, un partenariat pour pouvoir faire avancer ces enfants dans cet environnement-là. Donc, on fait beaucoup de formations aussi avec le CEJAC, est l'un de nos partenaires qu'on forme et pendant ces vacances, on a beaucoup travaillé avec des personnes du CEJAC. Lors du colloque, ma collègue Julie, qui est enseignante en adaptation scolaire, elle est venue nous aider aussi en 2 semaines. On a vraiment, je vais pas dire fait des miracles, mais
Vous avez bossé. On a, ouais. Wow. Ouais. Merci beaucoup, Maman Yolande. Merci d'être venue jusqu'ici. Non, mais pour moi, c'était important. C'est important de venir voir qu'est-ce que vous faites. C'est parce que c'est du travail en collaboration. C'est important. Pour moi, c'était important de venir voir qu'est-ce que tu fais. On parle du Centre César Naël. Je sais comment le Centre César Naël est né. Donc, il faut que je vienne aussi, j'y rentre, que j'essaie de voir, que j'essaie d'observer aussi c'est quoi les besoins parce que le Centre César Naël a besoin de votre aide. Toutes les personnes qui vont nous écouter, c'est tellement un gros projet, c'est tellement une grande mission que on doit se mettre ensemble pour aider ce centre-là. Vraiment, on doit se mettre ensemble pour t'aider. Oui. Merci. J'ai rien à ajouter. Juste vous remercier aussi de nous suivre, de prendre votre temps pour recevoir ces informations. Il y a eu beaucoup d'informations qui sont passées dans cet entretien. Beaucoup. Donc, je vous suggère, même si vous êtes un parent, de reprendre le temps d'écouter, de prendre des notes, parce que moi, personnellement, je vais le faire. Il y a beaucoup d'informations précieuses qui sont passées. Vraiment, merci. C'est un plaisir, vraiment c'est un plaisir et comme je dis, sûrement je vais beaucoup plus m'impliquer parce que moi je suis quelqu'un de visuel, je ne l'avais pas vu, maintenant je m'imprègne, donc je suis au Centre César, je m'imprègne, je vois, donc quand je vais penser à une affaire, je suis tu rentres pas au Canada, tu restes peut-être un jour, par la grâce de Dieu, on va le faire. Donc, tu peux dormir, pas de souci. Il y a les toilettes. Ouais. En tout cas, merci à vous. On vous fait un gros câlin. Merci que tout se passe bien pour vous. Et à tous les parents qui nous regardent, nous vous souhaitons du courage. Never give up. Tout est possible à celui qui croit. C'est notre mot de passe ici. Parce qu'on est convaincu qu'avec la foi, on peut aller plus loin. On peut toujours aller plus loin en fait. C'est pas fini. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir, il y a toujours la possibilité d'aller un peu plus loin. Ça peut être difficile, ça peut être très dur. À des moments, on peut avoir l'impression qu'on est à bout. Et oui, on peut même être à bout, mais il y a toujours une possibilité de se relancer. Si on est à bout, c'est important de rechercher des ressources. Ouais. D'aller vers les ressources, s'arrêter à aller vers les ressources. Ouais. Parce nous sommes là pour vous accueillir, pour les parents qui se sentent à bout en fait, ou alors qui sont peut-être au début de leur parcours et qui ne savent pas où donner de la tête. Nous sommes là, c'est un centre d'écoute, de soutien, d'accompagnement. Allez, à bientôt.